Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la série de conférences de Montréal en éthique de la santé. Je me nomme Éric Racine, je suis prof titulaire de recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal, mais aussi à l'Université de Montréal et l'Université McGill. Je suis responsable avec mon équipe de cette série de conférences qu'on organise depuis de nombreuses années. Et comme d'autres projets, cette série de conférences vise à faire vivre l'éthique comme d'autres projets poursuivis par mon équipe. Et je me permets d'introduire Isadora Foster, qui co-organise la série avec nous cette année. Oui, bonjour, je me nomme Isadora Foster. Je suis assistante de recherche ici à l'Unité et cette année, j'ai la chance de co-organiser et co-animer la série de conférences avec Eric et avec ma collègue Bénédicte Tanjou. Merci Isadora. Merci aussi à Isadora qui prépare la série 2026. C'est déjà tôt, mais on prépare un excellent programme pour vous. Mais pour revenir à cette année, comme vous le savez, la série porte sur la thématique de la santé et du bien-être des femmes. C'est une thématique qui s'est imposée pour des raisons d'actualité et des raisons historiques, tant sur le plan local et international. Et vous êtes très nombreuses et nombreux en ligne à vous joindre à nous. Et je fais un rappel du dernier événement. C'était une conférence donnée par la professeure Jane Yardley, qui, si vous vous souvenez bien, est venu nous parler du biais de sexe et de genre au sein de la recherche biomédicale en utilisant l'exemple du diabète de type 1. Et malheureusement, la conférence est terminée avec des problèmes techniques parce que le professeur Yardley était en ligne en Italie à ce moment-là, mais elle m'a demandé de vous transmettre le message que si vous avez des questions sur sa présentation, de lui écrire directement. Donc, vous pouvez trouver son adresse courriel sur le site de l'IRCM. J'ai malheureusement pas pris note de son courriel, mais je soupçonne que c'est jane.yardley@ircm.qc.ca si ça suit la formule canonique. C'était une excellente conférence et j'ai plaisir de vous mentionner que un article de la presse canadienne a porté justement sur cette conférence-là, a été repris dans de nombreux médias. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire, intéressant de voir que non seulement ces thématiques-là nous animent, mais aussi que la série a une portée sur le plan du débat public aussi. Et la thématique de la santé et du bien-être des femmes semble vous rejoindre et vous intéresser particulièrement si on se fie aux nombreuses personnes qui ont participé à ces conférences, ces 5 dernières conférences, ainsi qu'au haut taux de participation à notre sondage de délibération publique. Pour les personnes qui n'ont pas pu assister aux dernières conférences ou qui ne sont pas au courant, cette série de conférences, en fait, heu, comprend désormais un volet de délibération publique. Ce volet de délibération publique prend forme d'un sondage qui est court, rapide, anonyme, en ligne et vous le trouverez dans le chat. Et ce sondage vise à recueillir vos réflexions, sur les thématiques abordées, ainsi que les différents, les priorités de recherche et les pistes d'action, en matière de santé et du bien-être de la femme. On envisage notamment à publier ces résultats dans une revue scientifique et dans un journal grand public. Et en participant à cette délibération publique, à ce sondage, vous pouvez en fait, contribuer activement au développement, des connaissances et à l'intégration des connaissances citoyennes à le développement des recherches futures. Alors, on vous encourage donc à prendre juste quelques minutes, quelques secondes après pour remplir ce petit sondage. Effectivement, on a déjà des centaines de suggestions, de réponses et on vous invite à continuer à participer à cet effort de délibération publique qu'on va avoir probablement l'occasion de vous présenter dans une forme préliminaire lors de la dernière conférence qui a lieu de mémoire au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Novembre. Effectivement, donc, au mois de novembre. On en vient aujourd'hui où on aborde le sujet du handicap et de la santé et du bien-être des femmes. Pour ce faire, on accueille Valérie Grandmaison, que je vais introduire brièvement. Valérie, c'est une proche de mon équipe. J'ai le plaisir de travailler au quotidien avec elle parce qu'elle coordonne le réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives, le réseau RÉCI. Valérie est aussi étudiante au doctorat en sociologie à l'Université de Guelph.
Elle est formée dans les domaines de la santé publique, de la sociologie, des études féministes et du handicap. Ses travaux de recherche s'inscrivent depuis déjà une dizaine d'années dans des approches participatives et transformatrices, avec la pleine participation des communautés marginalisées dans une optique de justice sociale. Ayant travaillé dans les secteurs académiques et communautaires, Valérie a développé des compétences clés dans les pratiques inclusives et émancipatrices en recherche. Dans sa thèse doctorale, Valérie adopte une approche intersectionnelle pour approfondir les connexions entre le handicap, la violence basée sur le genre et les stratégies de mobilisation. De plus, elle s'appuie sur l'expertise vécue de diverses femmes en situation de handicap pour comprendre comment différents systèmes sociaux limitent ou soutiennent le bien-être individuel et collectif. Donc, c'est vraiment un plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour amener une perspective qui est vraiment essentielle dans le cadre de la réflexion et de l'avancement de la santé et du bien-être des femmes. Donc, merci Valérie d'être avec nous. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier mes collègues à l'équipe de l'unité d'éthique pragmatique en santé, Bénédicte Danjou, Isadora Foster, Éric Racine, Mariana Correro, pour l'invitation pour faire de la place aux femmes en situation de handicap dans cette belle série. J'ai été invitée pour parler de la santé et du bien-être des femmes en situation de handicap. En effet, comme Éric l'a mentionné dans mon introduction, j'ai travaillé dans les milieux académiques communautaires afin de promouvoir l'inclusion et le bien-être des femmes en situation de handicap, surtout en matière de violence basée sur le genre. J'ai travaillé notamment au sein de l'Observatoire sur le féminicide et la responsabilisation du Canada, le Centre de recherche Bien vivre et travailler et le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Pourtant, récemment, je remarque quand on parle de la santé et du bien-être des femmes en situation de handicap, on parle de leur multiples oppressions. On parle des taux disproportionnellement élevés de violence, d'exclusion, de pauvreté, d'itinérance, de négligence, d'isolation, d'exclusion. Ces travaux reposent sur des statistiques qui font peur et qui sont lourdes et des histoires de souffrance et d'injustice aux échelles individuelles et collectives. Ces recherches et revendications illustrent à quel point c'est difficile de s'épanouir en tant que femme et fille en situation de handicap au Canada et dans le monde. C'est vraiment important de continuer de parler de ces oppressions-là, de ces exclusions. Mais aujourd'hui, récemment aussi dans mon travail, aujourd'hui, je veux vraiment mettre en lumière, de mettre en valeur les façons dont les femmes en situation de handicap se mobilisent pour promouvoir leur inclusion, santé et bien-être. Ces femmes contribuent au changement de politique, de pratiques, de normes sociales en visant à améliorer les conditions dans lesquelles une grande diversité de femmes vivent et s'épanouissent. Donc, j'ai 3 objectifs à ma présentation aujourd'hui. D'abord, je vais un peu parler de clarifier les concepts, clarifier de quoi on parle quand on parle de handicap. Puis, je vais expliquer brièvement les expériences intersectionnelles des femmes en situation de handicap, notamment par rapport à la violence basée sur le genre. Puis, je vais discuter des résultats d'une étude que j'ai menée l'année dernière sur la mobilisation des femmes en situation de handicap dans différents pays du monde. Ce que nos recherches démontrent, l'argument de ma présentation aujourd'hui, c'est que les femmes en situation de handicap utilisent les instruments et mécanismes relatifs aux droits de la personne, mais que cette stratégie est limitée dans la mesure où elle peut effectivement transformer les conditions structurelles dans lesquelles ces femmes en situation de handicap vivent et s'épanouissent. Donc, clarification des concepts. Avant d'en se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais passer un peu de temps à clarifier ce qu'on veut dire par femme en situation de handicap. Le terme situation de handicap ou juste handicap est encore très contentieux, évidemment. D'abord, pourquoi je dis en situation de handicap et non juste handicapé ou autre? Ben, en fait, ça réfère au modèle social du handicap qui postule qu'en fait, les personnes qui vivent avec des limitations sont handicapées par l'environnement physique, social, institutionnel. Donc, ils sont mis en situation de handicap par un environnement inaccessible.
Donc, j'utilise ce langage à travers mes recherches. Le handicap peut inclure des handicaps physiques, des déficiences sensorielles comme être aveugle, sourd, sourde, malentendante, sourd-aveugle. Ça inclut les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles, des troubles du développement, des personnes ayant des handicaps invisibles, incluant la douleur, la fatigue chronique, et les personnes issues de la neurodiversité également. Alors, comment est-ce que je définis le handicap? Il y a 3 façons dont je vais vous parler aujourd'hui. J'adopte une posture féministe et critique du handicap. Je considère les personnes en situation de handicap comme celles qui s'identifient comme telles. Donc, ce n'est pas ceux qui ont un diagnostic médical nécessairement. C'est des gens qui identifient des limites dans leur vie, dans leur participation, dans toutes les sphères de leur vie. Mais nous comprenons aussi que certaines populations ne s'identifient pas en situation de handicap, même si elles vivent des limites. Soit que la notion du handicap n'est pas commune dans leur culture. On peut penser aux Premières Nations au Canada, qui voient plutôt la diversité capacitaire comme reflétant la diversité humaine. Puis tout le monde a un rôle dans la communauté, peu importe les capacités, les limites de chacun. Donc, le handicap, pour eux, c'est vraiment un concept colonial qui vient vraiment des pouvoirs européens qui ont imposé cette façon de voir le corps et l'esprit. En fait aussi, il y en a d'autres qui vivent des limitations causées par des iniquités structurelles et des violences systémiques, historiques et continuelles à l'échelle populationnelle. On peut penser à la population de la bande de Gaza, affectée par une famine à long terme, le manque d'accès à l'électricité, aux besoins de base, des bombardements qui impactent l'intégrité du corps, l'intégrité de l'infrastructure dans laquelle ils vivent. C'est clair que cette population-là vit des limitations extrêmes dans leur vie de tous les jours, mais qu'elle ne veut pas s'identifier comme en situation de handicap nécessairement. Puis finalement, il y a des groupes marginalisés. On peut penser aux travailleuses du sexe, aux personnes grosses, les personnes noires, personnes vivant en situation de pauvreté, pour qui les handicaps ne sont pas nécessairement reconnus socialement, médicalement, même politiquement. Les limites que ces personnes vivent sont attribuées à leur mode de vie, qui est vu comme leur faute. Tu sais, c'est comme leur propre choix. Et elles ne sont souvent pas prises au sérieux quand elles cherchent du soutien ou de l'accès. Donc, ces gens-là ont souvent de la difficulté à avoir soit des diagnostics ou parce qu'on se fait dire que c'est un peu de leur faute. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tous ces groupes? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Puis, même s'ils ne s'identifient pas avec le handicap, c'est sûr que bien que les revendications sont menées par les personnes qui s'identifient comme en situation de handicap, ces revendications-là visent à créer des normes sociales et culturelles, des pratiques, des politiques, des environnements qui incluent toutes les personnes vivant des limitations ou de l'exclusion. Donc, même pour les gens qui ne s'identifient pas nécessairement en situation de handicap. Puis là, je l'ai déjà entendu dans mes présentations, beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est vraiment difficile d'inclure tous les types de handicap dans les revendications, dans les stratégies, parce que les besoins sont tellement divers et les expériences sont tellement variées. Encore une fois, le genre de travail que je fais situe le handicap comme un groupe politique, c'est-à-dire que les personnes se positionnent un peu contre le status quo, contre la façon dont on pense au corps, à l'esprit, à ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. Donc, et on voit que dans tous les contextes du monde, dans toutes les échelles socio-économiques, il y a encore des biais ou des stéréotypes ou des discriminations par rapport à ce qu'on pense qui est normal dans un corps ou dans l'esprit, qu'on appelle un peu le capacitisme. On voit encore les personnes en situation comme passives, comme faibles, des fois impuissantes. Donc, c'est dans une posture plus militante du handicap. On regroupe les différents handicaps pour 2 raisons. Bien, il faut aussi penser que la majorité des personnes qui vivent en situation de handicap ont plus qu'un handicap. On sait très bien que, bon, les taux de santé mentale, par exemple, augmentent énormément. Ça, c'est vrai dans les populations de personnes qui ont déjà un handicap, que ce soit limite physique ou sensoriel.
et dans le reste de la population. Donc, si on sépare les groupes participes de handicap, ben, on va vraiment beaucoup manquer d'intersection dans le sens des expériences vécues, des besoins spécifiques. Donc, il y a vraiment une force à adopter une posture de handicap croisé. C'est important de continuer d'avoir des groupes d'handicap spécifiques ou de maladies spécifiques. Ces groupes-là ont vraiment eu un grand impact sur des politiques vraiment ciblées. Donc, je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre. Il y a de la place pour les deux. Puis, les mouvements des droits de personnes en situation de handicap agissent souvent à travers différents groupes afin de renforcer le pouvoir collectif et d'obtenir une reconnaissance et des droits plus larges pour l'ensemble de la communauté. Ceci permet de se concentrer sur des revendications partagées, comme l'accès à l'éducation, à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'amélioration des politiques publiques, s'adresser à la stigmatisation, discrimination, aux stéréotypes négatifs. En effet, c'est en réponse à des discriminations systémiques ancrées dans le capacitisme et autres systèmes d'oppression que les groupes de personnes en situation de handicap viennent à se mobiliser ensemble. Je continue. Je vais vous parler très brièvement des modèles du handicap. Je vais vous en parler de 5, mais il y en a plusieurs. Je vais faire ça rapidement parce que je sais que la plupart de vous connaissent ça. Je commence par le modèle de charité et de malédiction du handicap. Ça, il y a des racines religieuses et philanthropiques. Considère les personnes en situation de handicap comme principalement des objets de compassion, de pitié, d'assistance. Selon ce modèle, le handicap est perçu comme une tragédie individuelle qui appelle à la bienveillance et à l'aide. Euh, Selon des racines religieuses, et ça peut être dans énormément de différentes religions, une personne en situation de handicap a un handicap à cause qu'ils ont été jetés un mauvais sort, une malédiction, à cause d'une vie passée de cette personne-là ou de sa famille. Donc, c'est vraiment vu comme très négativement dans certaines sociétés. Ce modèle incite au paternalisme, évidemment, parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas vues comme des pleines personnes capables de prendre des décisions dans leur vie. Ça amène aussi à la ségrégation et la coercition. Dans mes recherches, j'ai entendu que ce modèle est encore courant, surtout dans les pays du Sud global et aussi dans les communautés plus religieuses au Canada ou aux États-Unis. Peu importe la religion dominante ou le contexte historique colonial, les personnes que j'ai entrevues dans ma recherche m'ont dit que bien des personnes en situation de handicap adoptent elles-mêmes ce modèle-là, puis qui perçoivent que la seule façon de survivre, c'est en mendiant, de vivre des vies très, très, très écartées, très, très reculées à cause de la honte qu'ils ont d'avoir une malédiction, par exemple. Parlons un peu du modèle médical du handicap. Ça considère le handicap comme une conséquence d'une pathologie qui peut s'expliquer selon des processus biologiques, par exemple. C'est vraiment une maladie individuelle, une déficience individuelle. Ça se concentre sur les limitations en cherchant le diagnostic, un traitement, une réhabilitation, à redevenir normal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques qui sont apparues dans les années 70 avec l'émergence du mouvement des personnes en situation de handicap qui dénonce justement la réduction du handicap à une question individuelle et médicale, ignorant les dimensions sociales, environnementales et politiques. Mais je veux aussi bien noter que ce modèle-là est grandement rejeté, bien qu'il soit grandement rejeté par les militants en Amérique du Nord et en Occident, ce modèle est mobilisé par les organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap dans le Sud global pour en fait défaire le modèle des malédictions. Donc, les gens, les militants sont bien plus confortables de dire que quelqu'un a un handicap à cause d'une raison biologique qu'en fait que ça soit une malédiction. Donc, il ne faut pas penser que le modèle médical a aucune valeur, beaucoup, beaucoup de valeur encore pour de nombreuses personnes. Ensuite, le modèle social du handicap affirme que le handicap ne résulte pas principalement d'une situation individuelle, d'une condition individuelle, mais des barrières sociales, environnementales, institutionnelles. C'est vraiment les barrières à la pleine participation dans toutes les sphères de la vie.
Ce modèle-là met l'accent sur la responsabilité de la société dans la création et le maintien de ces obstacles. Ce modèle est né au Royaume-Uni dans les années 1970-80, vraiment d'une posture de militants très anticapitaliste, qui beaucoup venaient de l'Afrique du Sud, qui avaient milité contre l'apartheid, qui comprenaient vraiment le handicap comme un système de ségrégation et d'exclusion. Puis ça s'inspire également des luttes contre les droits civiques des années 70 aux États-Unis. Mais ce modèle a été critiqué, entre autres, par les femmes en situation de handicap parce qu'il ne tient pas compte des réelles douleurs physiques et mentales, tu sais, de la vraie souffrance que quelqu'un peut vivre et des avantages des soins médicaux pour certaines conditions. Certaines personnes veulent des traitements, c'est sûr, et certaines personnes veulent être réhabilitées. Donc, il y a vraiment un mélange à faire entre ces modèles-là. Finalement, le modèle des droits humains considère que les personnes en situation de handicap sont des sujets de droit, sont porteurs de revendications légitimes à l'égalité, à l'autonomie et la participation sociale. C'est différent du modèle social parce qu'il tient compte des limites individuelles, ça tient compte de l'expérience individuelle des gens du handicap, mais vraiment, c'est que la personne a droit à cette dignité, a droit au droit, qu'on pourrait dire. C'est ce modèle qui est le plus présent dans le travail communautaire, militant des personnes en situation de handicap et sur lequel portera cette présentation. Rapidement, j'aimerais juste parler un peu de Disability Justice. Ça, c'est vraiment un modèle un peu plus nouveau. Il est défini et porté par le collectif Sin Invalide. Ça, c'est un collectif de personnes en situation de handicap qui sont queer, trans, racisées, autochtones, des personnes noires, et qui vise vraiment à célébrer la valeur que toute la diversité des corps et des esprits amène. Puis, en fait, c'est pour la collectivisation des luttes. C'est basé sur 10 principes que vous voyez à l'écran. Je vous invite à aller voir les sites ou l'Instagram de Sin Invalide ou de tout ce qui est Disability Justice. Mais vraiment, c'est sur un modèle intersectionnel, anticapitaliste, de libération collective. C'est super, c'est très, très radical et transformateur et progressif comme modèle, mais je le vois très peu utilisé par les militants communautaires ici au Québec et aussi outre-mer. C'est plus commun aux États-Unis, puis au Canada anglais. Ça va? On continue! Je vais vous parler un peu des expériences d'exclusion, de discrimination et de violence des femmes en situation de handicap. Il faut vraiment situer ces expériences-là dans une multitude de systèmes de pouvoir, d'oppression, notamment la capacité, incapacité, le genre, la race, le capitalisme et le colonialisme. Ici, on voit que les gens sont entremêlés dans plusieurs systèmes et ont des pouvoirs et ils ont des oppressions. C'est pas le cas que quelqu'un est opprimé tout le temps dans une situation. Ça dépend vraiment des contextes, comme que ça soit, par exemple, dans un cas où on donne une conférence dans un endroit comme ici, on peut avoir certains pouvoirs ou oppressions qui vont être différentes que quand on va faire l'épicerie ou quand on va à la piscine, par exemple. Donc, je me base sur le concept d'intersectionnalité qui a été créé par des féministes noires, vraiment mobilisées dans les années 80-90 par Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins et Tilma Bige, qui est sociologue à l'Université de Montréal d'ailleurs. Donc, en fait, ces oppressions interagissent et produisent une expérience unique. On ne parle pas ici d'addition des oppressions, mais vraiment une expérience qui est non, je ne suis pas capable de dire ce mot-là, différente. Donc, quand on parle de handicap, quand on parle d'une personne en situation de handicap, on pense déjà, dans notre tête, on imagine quelqu'un soit de blanc ou de racisé, homme ou femme. Donc, ça a un impact sur la façon dont les services, les politiques, les programmes vont être construits. La façon dont on pense à une personne en situation de handicap, dans sa diversité ou non, vont impacter la façon dont on adresse les différents besoins. Vraiment, c'était compliqué. J'espère que c'était clair. Je peux répondre à des questions là-dessus plus tard.
On peut comprendre les exclusions à travers le parcours de vie et les sphères de la vie. Par exemple, naître dans une famille de personnes qui ne vivent pas en situation de handicap, qui ne connaissent pas ça, qui peuvent avoir des croyances un peu négatives, euh, ça peut avoir un aspect vraiment négatif pour les enfants. Moi, j'ai vécu ça, ça je peux en parler plus tard aussi, mais quand la famille ne connaît pas l'expérience, ces espèces de croyances peuvent être ensuite euh, intériorisées. Puis, les enfants peuvent être surprotégés, négligés, peuvent être abusés. Les parents peuvent être souvent peu outillés pour vraiment soutenir un enfant en situation de handicap et peuvent se sentir à bout ou pas avoir assez de soutien. On a aussi vu que dans nos recherches dans les pays africains, j'ai souvent entendu des familles qui n'envoyaient pas leurs filles en situation de handicap à l'école pour les protéger justement de l'intimidation qu'elles vivraient là-bas. Donc, c'est important de vraiment ancrer les expériences dans déjà l'enfance. Ensuite, il y a tout ce qui est du milieu de l'éducation. Au Québec, dans les garderies, les milieux primaires, les milieux secondaires, on a des lois très avant-gardistes basées sur la protection des droits des enfants en situation de handicap et leur pleine intégration dans le système éducatif public. Mais les services de garde ne disposent surtout pas assez de ressources humaines, matérielles, financières nécessaires pour adapter leurs pratiques et leurs environnements à la diversité des besoins des enfants en situation de handicap. Donc, il y a des rapports qui montrent que, en fait, les lois se traduisent pas en accès pour les enfants, mais vraiment par des difficultés d'accès, des listes d'attente prolongées, des refus d'admettre certains enfants dans le système de garde à cause des moyens limités. Puis ensuite, on sait que beaucoup de soutien et de services dépendent d'un diagnostic médical. On sait tous à quel point c'est difficile d'avoir accès à un médecin ou à un diagnostic médical. Ça peut être des longues, longues périodes d'attente. Puis dans la petite enfance, ça peut être très important. Ou ça coûte très cher, des coûts exorbitants qui excluent beaucoup de familles. Les experts s'entendent pour dire que les soutiens devraient être adaptés aux besoins de l'enfant et non au diagnostic. Je vais parler un peu de la santé des femmes en situation de handicap. Au Canada et mondialement, elles rencontrent beaucoup de défis pour accéder à des soins de santé adaptés, sûrs et équitables. Par exemple, la discrimination et la stigmatisation, les attitudes capacitistes, les préjugés, le manque de formation du personnel médical entraînent souvent une prise en charge inadéquate, irrespectueuse, voire des diagnostics erronés ou des refus de soins. On avait aussi, dans la série de conférences, Dr. Sylvie Lévesque et Dr. Suzy Basile qui parlaient de la violence obstétricale, de la violence institutionnelle, de la coercition. Ça, c'est aussi le cas avec les femmes en situation de handicap, quand on parle par exemple de stérilisation forcée et de vraiment des barrières importantes par rapport surtout à la santé reproductive sexuelle. Après, on peut penser à l'inaccessibilité physique et communicationnelle. Donc, par exemple, des tables d'examen ne vont pas être accessibles pour certaines personnes ou il n'y aura pas d'interprète en langue des signes. Ça limite l'accès effectif aux soins, puis on peut penser que ça, c'est encore plus grave pour les personnes qui habitent en région rurale ou dans le nord. Finalement, ben, l'absence de couverture publique pour certains traitements, médicaments, pour tout ce qui est aide technique aussi, ça crée des inégalités d'accès, particulièrement pour les femmes qui vivent dans la pauvreté. Finalement, le revenu, depuis qu'on prend des statistiques là-dessus, les femmes en situation de handicap sont parmi les plus pauvres. Et ça, c'est vrai au Québec, au Canada et mondialement. Elles sont surreprésentées dans des emplois précaires, à temps partiel et sont faiblement rémunérées. Elles sont aussi plus susceptibles d'occuper des postes qui offrent peu de possibilités d'avancement et qui manquent d'adaptation ou de mesures d'accommodement appropriées. Les obstacles à l'emploi incluent le manque d'accessibilité physique, la stigmatisation, les préjugés persistants, l'absence de politique inclusive. On sait également que l'assistance sociale demeure pas assez pour vivre ici et ailleurs. Puis on remarque aussi que beaucoup
certaines femmes en situation de handicap se font voler leur assistance sociale par les membres de leur famille ou des voisins. Donc, ça crée également énormément de tensions. Je vais finir par parler de l'engrenage du milieu, la violence basée sur le genre. De quoi je parle quand je parle de violence? Je parle de la violence physique, la violence sexuelle, émotionnelle, l'humiliation fait partie de ça. On parle du contrôle coercitif, par exemple, la violence financière, par exemple, voler les ressources de quelqu'un. Mais il y a aussi des formes de violence qui sont très, des formes de violence qui sont propres, aux femmes en situation de handicap. Par exemple, la sur ou la sous-médicalisation, le contrôle des aides techniques, justement, de voler la chaise roulante, de voler une canne, de voler, quelque chose d'autre, la négligence sociale, le contrôle du transport. Souvent, ça va être quelqu'un qui conduit cette personne-là, ça va être un proche ou un conjoint, une conjointe qui vraiment les soutient dans la vie de tous les jours, puis il peut menacer d'arrêter ce soutien-là. Il y a l'humiliation causée par le handicap. Donc, tout ça, ben, je vous ai expliqué les différentes formes de barrières qui culminent dans l'expérience de violence. Souvent ben pas souvent, là, je veux dire, pour les femmes en situation de handicap, la violence commence parfois dans l'enfance et se répète de différentes formes à travers la vie. Et c'est parce que la violence amène à des problèmes de santé, mais qui ne sont pas bien pris en charge, qui amènent à des problèmes à l'emploi, mais en plus de tous les autres problèmes. Donc, j'ai vraiment mis ça comme un engrenage parce que tous ces systèmes d'oppression-là sont interreliés et marchent ensemble pour créer des barrières énormes en ce qui a trait à des options pour bien vivre, des options pour s'épanouir. C'est là-dedans que la violence doit être située. Si on a des options, si on a des façons de bien vivre, comme des logements accessibles, abordables, comme de l'assistance sociale sur laquelle on peut vivre, comme l'accès à l'éducation gratuite, accessible, ben, on aurait plus d'options pour vivre des vies sans violence. Beaucoup de, Beaucoup de penseurs, d'universitaires, de militants parlent de la violence envers les femmes en situation de handicap. Oui, la violence physique, oui, la violence sexuelle, mais que souvent, elles doivent choisir entre différentes sortes de violences. Des fois, elles restent dans des situations abusives parce que de partir, ça voudrait dire qu'ils n'auraient plus accès soit à leurs soins de tous les jours, au soutien dont ils ont besoin, plus accès au logement. Donc, elles doivent décider en deux sortes de violences. C'est assez. Je crois que quelque chose qui me touche énormément, c'est quand je lis sur les femmes en situation de handicap, quand je lis des histoires, c'est des histoires de souffrance, c'est des histoires de violence. Quand on parle des femmes en situation de handicap, justement, c'est ces multiples oppressions-là. Et je l'ai fait encore aujourd'hui. J'essaie d'être beaucoup plus consciencieuse et intentionnelle, de aussi parler de la force, des stratégies, de leur résistance, des mobilisations des femmes en situation de handicap. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Je vous parle d'un projet aujourd'hui qui est au sein d'un partenariat qui s'appelle Genre, handicap et développement inclusif, qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. C'est un partenariat entre chercheurs et organismes de personnes en situation de handicap qui vise à faire valoir les droits et la justice pour, par et avec les filles et les femmes en situation de handicap. Le projet est dirigé par la professeure en sciences politiques Deborah Stinstra à l'Université de Guelph, qui est aussi ma co-directrice de thèse. Donc, ce partenariat rassemble des équipes de 4 pays, le Canada, l'Haïti, le Vietnam et l'Afrique du Sud. Il y a aussi un axe transnational co-dirigé par Dominique Masson à l'Université d'Ottawa. Je co-dirige un projet sur les stratégies que les organismes de femmes en situation de handicap utilisent pour combattre la violence basée sur le genre. Donc, pour ce projet, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que les organismes de femmes en situation de handicap adressent-ils la violence sur le genre au niveau transnational, régional, national et local? Je vais vous en parler davantage après le petit contexte historique.
Vous allez voir que oui, ce projet, puis mon petit parcours historique, ma recherche vise aux stratégies qui combattent la violence, mais je tiens à dire que la violence disparaît souvent des stratégies, dans le sens où, pour les femmes en situation de handicap, la violence dans leur vie, dans leur communauté, c'est la priorité numéro 1. Donc, les stratégies qu'elles utilisent, c'est souvent pour combattre la violence, même si ce n'est pas nécessairement explicite. Puis deuxièmement, elles vont s'adresser à différentes sphères de vie, l'éducation, le logement, la pauvreté, puis pour justement s'attaquer à la violence. C'est une approche plus holistique, structurelle. Mais ça commence où, le mouvement des femmes en situation de handicap contre la violence? Certaines diront que ça fait plus de 40 ans qu'elles se mobilisent pour rendre visible et combattre la violence. On pense d'abord à la conférence de Nairobi. Ça, c'est la conférence des femmes. Il y avait je pense qu'il y en a encore, mais des conférences des femmes à tous les 10 ans organisées par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. C'est la première fois que les femmes en situation de handicap sont arrivées à se faire reconnaître dans la plateforme concluante de l'événement. Elles parviennent à faire reconnaître les femmes en situation de handicap comme un groupe nécessitant une attention particulière dans le rapport stratégique. Les rapports stratégiques, c'est vraiment structurant pour l'ONU, mais aussi les pays membres dans leur travail pour l'égalité des genres. Donc, c'est très important d'avoir les bons mots dans ces documents-là qui peuvent vraiment guider les pays et les entités onusiennes à s'attaquer à un problème. C'est aussi à ces moments-là, 1985, tout ça, qu'il y a des organismes, des comités, des groupes, des réseaux de femmes en situation de handicap qui se forment dans les pays. Au Canada, on avait le Disabled Women's Network of Canada qui s'est formé avec plein de chapitres. Il y a en Australie, il y a le Women with Disabilities Australia qui s'est formé aussi en 1985. Il y a un réseau de femmes en situation de handicap en Corée du Sud qui s'est formé à ce moment-là, qui est très fort. Il y a des réseaux à travers différents pays. Il y a des comités dans des organismes internationaux qui se sont faits. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment une soif des femmes en situation de handicap de se rassembler, d'identifier leurs problèmes, d'identifier des stratégies. Puis ça vient vraiment d'une exclusion qu'elles ont vécue des mouvements féministes qui sont juste clairement physiquement inaccessibles, mais aussi des mouvements des droits des personnes en situation de handicap qui gardaient la voix des femmes encore très marginalisées puis qui considéraient leurs problèmes comme non importants. Puis c'est à ce moment-là, dans les années 80, que les femmes en situation de handicap ont aussi commencé à faire de la recherche sur leur vie, qui ont commencé à parler de la violence. Ça ressemble à quoi la violence? Ce n'est pas un problème privé, c'est un problème qu'on vit, c'est un problème systémique. Donc, ces recherches-là qui ont été faites dans les années 80-90 sont encore charnières là, à nous faire comprendre cette problématique-là. Ensuite, on a 1995, la 4e conférence des femmes et le Forum des ONG, qui constitue un moment charnière pour la reconnaissance des droits des femmes et pour les droits des femmes en situation de handicap. C'est à cette conférence-là que Hillary Clinton avait dit « Women's rights are human rights ». C'est vraiment un des moments charnières pour le mouvement féministe dans le monde, là. Des centaines de femmes de situation de handicap représentant plus de 30 pays participent. La veille du forum des ONG, il y a eu un premier symposium international de femmes en situation de handicap qui se sont rassemblées pour justement identifier leurs revendications, comment ils vont travailler ensemble, comment ils vont nourrir la solidarité avec les femmes. Puis, elles identifient leur invisibilité dans les mouvements féministes. Elles organisent des ateliers, présentent des communications et ont même fait une manifestation pendant la conférence sur justement améliorer l'accessibilité de cet événement. Elles exigent l'inclusion, l'accessibilité, la renaissance en tant que sœurs, détentrices de droits et de leaders. Je vais vous jouer une petite vidéo de ces moments-là. La vidéo est de 45 secondes. Merci. Area. Nothing about us without us. We don't want decisions to be taken on our behalf. We want to contribute towards those decisions equally, and we don't want to be sidelined or marginalized anymore.
We need to discuss the fact that education for disabled girls is almost impossible to get in almost every country of the world. We need to discuss the fact that disabled women are victims of violence at much higher rates than non-disabled women. We need to discuss women's issues and how disabled women's issues are women's issues. And we need to discuss that together. We need to sit down in solidarity as sisters to discuss this. We are not here to talk about just the ramps. We are here to discuss the problems of disabled women and how together as sisters, we can solve this. Je pense que c'est une vidéo qui montre vraiment le leadership des femmes en situation de handicap et leur désir de solidarité avec le mouvement féministe. La mobilisation permet d'intégrer des formulations spécifiques au handicap dans la plateforme d'action de Pékin et d'autres documents officiels de l'ONU. La plateforme d'action de Pékin, juste pour vous expliquer la significance de ce document, encore aujourd'hui, c'est perçu comme l'engagement international le plus important et structurant pour l'égalité des genres et la lutte contre la violence sur le genre. Elle a été signée par 189 pays et reste, 30 ans plus tard, la référence mondiale pour l'action en faveur des droits des femmes et des filles. À chaque 5 ans, il y a une revue, justement, des droits des femmes et des filles dans chaque pays qui est faite par des militantes, par les pays. On appelle ça Pékin +5, +10, +15. Puis c'est à chaque fois, les féministes se rassemblent sur ce qui avait été promis en 1995. Donc, le fait que les femmes en situation de handicap ont été capables d'écrire leurs revendications, leur expérience dans ce document-là est très important. Je vous parle maintenant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que je vais appeler la Convention. C'est en 2001 que l'ONU forme le comité ad hoc pour la rédaction de la Convention. Dès les premiers jours, les femmes en situation de handicap, notamment via des réseaux nationaux, régionaux, internationaux, proposent des formulations genrées dans la Convention. Elles incitent sur la nécessité d'un article dédié aux femmes, aux filles en situation de handicap, décriant que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qu'on appelle SIDA des fois, ne couvre pas leurs besoins spécifiques. C'est vraiment important de comprendre. C'est une des conventions qui a été écrite un peu plus tard que les autres. Elle a été publiée, je ne sais pas trop le mot officiel, en 2006. C'est la première fois qu'il y avait un caucus ou un groupe de la société civile. Ça veut dire des organismes à but non lucratif, des organismes de défense des droits qui étaient inclus dans le développement de la Convention. Avant, c'était plus, mettons, des fonctionnaires de l'ONU ou des représentatifs des pays, tu sais, plus des officiels gouvernementaux qui vraiment écrivaient ces conventions-là. Cette fois-ci, il y avait des militants, des défendeurs de droits. Donc, c'est très important. Et les femmes jouaient un rôle significatif. Donc, toute cette pression-là, ça fait que dans la Convention, il y a une approche double, à double voie pour l'inclusion du genre. Donc, il y a la prise en compte du genre dans l'ensemble des articles, dans l'ensemble du texte, et il y a une inclusion d'un article spécifique pour les femmes et les filles en situation de handicap. Cet article impose aux États de protéger et promouvoir l'égalité du genre dans tous les secteurs, marquant une reconnaissance croissante de l'intersectionnalité dans la lutte contre les discriminations. Ça, la Convention, cette approche-là double reste importante. Vous allez voir, les militants continuent de la mobiliser. Puis au Canada, en fait, dans notre propre loi sur l'accessibilité qui a été ratifiée en 2019, dans le préambule, on parle justement d'une approche intersectionnelle, puis de porter attention aux discriminations spécifiques des femmes et des filles en situation de handicap. Là, je vais vous parler un peu du contexte dans lequel on se trouve. Donc ça a été fait en 2006, a été adopté en 2006 avec une représentation de femmes dans son premier comité, mais cette parité a régressé très rapidement. La collaboration internationale continue de créer des opportunités de militantisme, mais vraiment, les organisations locales se forment et se dissolvent à cause souvent d'un manque de ressources ou de manque de capacité. Celles qui survivent, c'est celles qui ont des liens très étroits avec les États ou avec les ONU. Donc, il nous manque un peu de perspectives diversifiées. Puis finalement, il y a une montée du néolibéralisme mondial, des attaques contre les droits des femmes, des personnes en situation de handicap et autres personnes marginalisées. Puis on voit aussi une réduction marquée de l'aide internationale, évidemment.
Donc, ce contexte cadre bien le fait que le langage des droits est sans équivoque le cadre principal pour promouvoir l'égalité et la justice des femmes en situation de handicap. Et maintenant, je parle de l'étude. Il est 12h45. OK, j'ai mal timé mes affaires. Je vais rapidement. Donc, ça, c'était notre recherche de questions. On a fait une collecte de documents publiés en ligne, soit des organismes, des bailleurs de fonds, les organismes internationaux comme l'ONU, la Banque mondiale, pour tout ce qui a rapport d'initiatives par rapport à la violence. On a fait des entrevues avec des personnes représentantes d'organismes de femmes en situation de handicap. Puis, on a fait une analyse collaborative et avec le logiciel LibQDA. Ça, c'est les représentantes des pays. On avait le Nigeria, Ouganda, Rwanda, Malawi, Laos, Indonésie, Australie et un organisme à envergure mondiale. Les résultats, le constat principal, les droits humains comme instrument pour renforcer les capacités locales visant à améliorer le bien-être des filles et des femmes en situation de handicap. Donc, les droits humains, c'est plus qu'un cadre légal, c'est plus qu'un langage, c'est pas des normes, c'est des pratiques. Je vais vous montrer ce modèle-là, puis après, je vais aller à ma conclusion. Donc, dans nos résultats, on a développé le modèle écologique de renforcement des capacités. Dans le fond, les organismes, qu'est-ce qu'on a vu? Ils mobilisent les droits à 4 niveaux, mais le niveau du bas, là, la base, c'est vraiment le plus important. Donc, ils utilisent les droits pour montrer aux femmes en situation de handicap qu'elles sont détentrices de droits, qu'en fait, la violence, c'est une atteinte à leur intégrité, c'est une atteinte à leurs droits, mais aussi qu'ils ont le droit à la justice, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit de vivre pleinement et de prendre des décisions qui les affectent dans leur vie. Ils ont le droit à la santé, santé reproductive. Donc, c'est vraiment en créant des communautés autour des femmes comme détentrices de droits que les femmes se voient comme s'autonomisent, puis deviennent des leaders aussi dans leur communauté. Ensuite, les organismes utilisent ce cadre des droits humains pour aller voir les prestataires de services pour créer des services adaptés, accessibles en utilisant une double voie. Par exemple, dans tous les services devraient être accessibles aux femmes en situation de handicap, mais il devrait aussi avoir des services spécifiques aux femmes en situation de handicap. Ça a vraiment été ce qui marche le mieux pour les organismes, c'est quand ils travaillent directement pour créer justement des pratiques inclusives. Elles voient les droits comme des pratiques inclusives. Finalement, les élus et fonctionnaires nous ont parlé de la formation qu'elles donnent à des élus, justement sur l'accessibilité, sur la violence, mais que ça ne marche pas beaucoup et ça coûte énormément d'argent. Ils développaient des fois des partenaires avec les gouvernements, mais ça dépendait tout le temps des gens qui étaient au pouvoir, puis ces gains-là étaient souvent très précaires. Puis finalement, les réseaux régionaux et internationaux sont très faibles. Il y a du partage d'informations à l'échelle internationale, mais ces genres de travaux-là ne sont pas financés. Donc, le genre de mobilisation internationale qu'on a vu dans les années 80-90 n'existe plus à cause du manque de ressources. Un jour, j'aurais aimé vous montrer mes quotes, mais c'est pas grave. Je vais juste finir par ma conclusion. On voit que les droits humains comme langage commun, légitimés par une législation nationale et un engagement international, c'est seulement efficace dans la mesure dans leur transfert en pratique locale. Ce qui est difficile, c'est les États, c'est les pays qui sont supposés assurer les droits, mais ils n'ont pas les ressources ou peut-être même pas l'engagement politique, la volonté politique de le faire. Donc, c'est les organismes qui traduisent ces droits en pratique locale. Mais ça renforce l'inaction des États et ça laisse intactes les dynamiques mondiales de néolibéralisme. Merci! Merci beaucoup, beaucoup, Valérie. Merci de nous avoir vraiment expliqué davantage ce que vivent les femmes en situation de handicap et l'impact des différents systèmes sociaux, d'avoir justement amené ton regard de sociologue aussi sur, évidemment, et que ça amène vraiment une lunette vraiment intéressante et importante
Et donc, je vais vous inviter maintenant à présenter vos commentaires, vos questions dans l'outil questions-réponses qui est en ligne. Et on a déjà un premier commentaire ou question que je vais aller lire pour le bénéfice de tout le monde parce que vous ne voyez pas tous les commentaires de votre côté. Donc, Michel Stanton-Jean, que tu connais, Valérie écrit le texte suivant: l'entremêlement de plusieurs systèmes d'intersectionnalité ne conduit-il pas à l'entremêlement des traitements, des normes, des politiques, etc., et à l'impossibilité d'avoir les ressources humaines et financières nécessaires pour satisfaire toute cette variété de besoins? Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Nous sommes, nous, pas en face de l'ingérabilité. Donc, est-ce que cette notion-là d'intersectionnalité est tellement complexe que peut-être nuit un peu à l'action, si je paraphrase un peu peut-être la question? Quelle Valérie. bonne question! Un de mes articles de doctorat porte exactement sur cette question, donc je vous invite à lire dans Disability in Society. Mais d'abord, je vais parler d'identité, identity politics en français, politique d'identité, disons. C'est ça qu'on parle un peu quand d'intersectionnalité. Ah, nous, femmes en situation de handicap, on a besoin de ça, 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 on est différents des autres femmes. C'est un peu ça, les politiques d'identité. Ça a eu son rôle. Et cette stratégie-là, je crois, ça, c'est mes positions à moi. OK? Ça devrait être éphémère. Ça devrait avoir un début et une fin. Il y a des études de féministes comme Laurel Weldon, qui est à l'université de SFU. J'ai oublié c'est quoi le SFU, mais c'est à Vancouver. Elle fait une étude pour montrer que, en fait, les politiques d'identité des femmes noires ont vraiment mené à des politiques beaucoup plus accessibles pour les femmes noires, mais aussi pour les femmes en général. Des politiques qui sont plus inclusives, accessibles, puis qui vraiment vont à la population les plus marginalisées. Donc, des fois, les politiques d'identité ont leur place, mais en effet, les questions, on est devant des situations où les différences peuvent s'accumuler. Donc, je crois qu'il faut commencer de la marge des personnes les plus vulnérabilisées et marginalisées afin de créer des politiques qui, au moins, si on s'attaque aux besoins des personnes les plus marginalisées, c'est toute la population qui va en bénéficier. Merci. On a une prochaine question de Chloé Atkins qui demande: comment avez-vous choisi les pays dans vos recherches? Ça, c'est une vraiment bonne question. D'abord, c'est des pays qui ont été financés pour leurs projets sur la violence basée sur le genre. Donc, on sait qu'ils ciblent vraiment cette problématique-là. Ensuite, moi, j'ai envoyé à peu près 30-40 courriels, messages WhatsApp, messages Facebook, messages Instagram. Et c'est les réponses que j'ai reçues. C'est peut-être limité parce que les entrevues étaient soit en français, en anglais ou avec un interprète. Et j'ai aussi remarqué que ça coûte cher pour des organismes au niveau mondial de faire ce genre d'Internet. Ça prend du temps, puis ils ne sont pas nécessairement payés pour ça. Donc, une grande limitation de notre étude et je pourrais en parler très longtemps. Merci. Donc, une autre question d'une personne qui veut en apprendre plus, Linda Fourlini, qui demande: avez-vous des réflexions à propos du capacitisme et l'agisme? Bien, s'entremêle, évidemment. J'ai pas beaucoup de réflexions à offrir, mais je crois que tous les stéréotypes ou puis les politiques qu'on a par rapport au handicap influencent aussi ce qu'on pense des personnes vieillissantes. La valorisation dans la société, on est valorisé par notre productivité, notre contribution à faire de l'argent. Je pense qu'il y a vraiment ces bases-là qui sont là. Puis, je pense qu'en parlant à des chercheurs et militants dans le milieu de l'agisme et du vieillissement, ils disent que c'est vraiment la volonté de créer des communautés internationales, des communautés inclusives, accessibles. Donc, on a aussi les mêmes luttes et les mêmes revendications, je dirais. Donc, j'en profite pour vous relancer si vous avez des questions, des commentaires. Dans sa présentation, Valérie faisait allusion notamment, par exemple, aux familles, au réseau de la santé, au réseau de l'éducation. Donc, est-ce que tous ces grands pans-là, aussi les réseaux économiques, ces grands pans-là de notre société,
vous évoque des commentaires, des questions sur les femmes en situation de handicap. Sinon, Arthur Filleul, ici, à l'IRCM, une question. Donc, Arthur? Merci beaucoup de ta présentation. Je suis Arthur et j'ai la chance d'être ton collègue et je suis aussi professionnel de santé et de réadaptation. On notera que ce mot est dans un modèle médical bien convenu, réadaptation. Comme tu as pu le montrer, on est sûrement à la source de beaucoup de violences. Et donc ma question, elle est un petit peu double. C'est à la fois comment est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que professionnels de réadaptation, pour réduire les violences. Et je me dis même, peut-être être à la base de prévention vis-à-vis de ces violences. Si on voit par exemple des femmes qui tombent dans une situation de handicap, qui ne savent pas forcément à quoi s'attendre, on pourrait se dire aussi, bah, peut-être que si on est plus, si on a plus de connaissances, on peut aussi essayer de les prévenir, de leur dire sur quoi est-ce qu'elles pourraient faire attention sur ce qui peut se passer. Enfin bref, comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux en tant que professionnel de santé et pour ma part, professionnel de réadaptation. J'ai aussi écrit un article sur ce sujet en 2024 dans le Health Sociology Review, que le rôle des professionnels de la santé pour adresser la violence faite aux femmes en situation de handicap. Mais je crois qu'il faut sûrement que tu prennes pour acquis que les femmes que tu vois ont peut-être vécu de la violence. Puis, donc, tu sais, toutes les approches basées sur le trauma, par exemple, sur le care, tu sais, vraiment, tout ce qui est par rapport au dévoilement, ça, c'est vraiment c'est très sensible. Donc, il ne faut pas que tu t'attendes à un dévoilement pour traiter quelqu'un, tu sais, avec énormément de respect. Euh, Puis, de comprendre aussi que ces personnes-là ne vont pas nécessairement quitter la situation de violence aussi, tu sais, d'avoir beaucoup d'empathie de ce côté-là. Mais, ouais, je crois qu'en fait, tu sais, c'est l'empathie qu'on devrait avoir envers tous et toutes, tout le temps. De croire les gens quand ils vous disent quelque chose, puis de les prendre au sérieux. Un très, très grand merci, Valérie. Génial. Donc, on a un petit mot de la fin pour vous, avant de quitter pour l'été. Oui, un énorme merci à Valérie. C'est super votre présentation. Je suis sûre qu'elle nous a appris beaucoup, beaucoup. Et merci à toutes et tous pour votre participation. Et j'ai la chance d'annoncer notre prochaine conférence qui aura lieu le 16 octobre prochain. On a une petite pause pour l'été et notre conférencière serait nulle autre que Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, avocate, dirigeante d'entreprise, entre autres. Et sa conférence s'intitule L'égalité entre les femmes et les hommes, regard sur 50 ans d'évolution au Québec. Et d'ici là, n'oubliez pas de remplir le petit sondage de notre projet de délibération publique en cliquant sur le lien dans le chat. Merci. Oui, merci. Et merci d'avoir été aussi nombreuses, nombreux. Des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder les situations dont on discute dans cette série de conférences? Une première chose, c'est de s'informer, débattre, partager l'information, réfléchir ensemble. Donc, c'est déjà un pas dans la très bonne direction. Avant de vous quitter, peut-être une autre chose qui peut vous intéresser. Je vous rappelle encore une fois que vous avez encore l'occasion de participer à un projet spécial, un projet de recherche sur les maladies rares. Et je crois que vous voyez peut-être Anne-Danielle Grenier, Isabelle Carreau, maintenant à vos écrans, qui sont vraiment les porte-étendards de ce projet-là, Force du rare. Si vous souhaitez travailler avec nous pour avancer la sensibilisation aux maladies rares, vous pouvez toujours nous écrire à force du rare, en un mot, force du rare, @gmail.com. Les informations devraient être dans le chat à ce moment-ci. Donc, Anne, Daniel, Isabelle sont là pour répondre à vos questions. On va monter des sessions de formation, de sensibilisation. Vous êtes tous et toutes invités à ces ateliers qui sont, je pense, instructifs, conviviaux et percutants et qui vont justement nous aider à aller plus loin en développant un plan d'action pour la sensibilisation sur les maladies rares, en même temps que vous vous informez sur la situation des personnes atteintes de maladies rares. Donc, merci tout le monde. On vous souhaite un très bon été. On se revoit au mois d'octobre avec Maître Cordeau qui vient nous présenter les travaux du Conseil du statut de la femme qui sont vraiment très, très importants et qui ont un impact sur notre société depuis des décennies maintenant. Donc, merci tout le monde et bon après-midi. Good job. Ouais, vraiment.